Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des accords les plus tristement célèbres de l'histoire du business. Une histoire qui est devenue une véritable mise en garde sur les dangers de l'orgueil et surtout sur le choc des cultures d'entreprise. Allez, on plonge directement dedans. Mais petite particularité, au lieu de commencer par le début, on va tout de suite aller voir la fin, juste pour prendre la mesure des dégâts. Voilà le chiffre. 99 milliards de dollars. C'est la perte hallucinante que la nouvelle entreprise fusionnée a déclarée en 2002. Pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB de pas mal de pays à l'époque. Un véritable gouffre financier. Cette phrase, elle vient de celui qui deviendra plus tard le PDG de Time Warner. Ça résume tout, non ? Alors, la grande question, c'est comment un accord qui semblait si prometteur a-t-il pu tourner au désastre de cette manière ? Pour bien comprendre ce fiasco, il faut qu'on rembobine. On retourne en l'an 2000, au sommet de la bulle Internet, une période un peu folle où absolument tout semblait possible. 182 milliards de dollars. C'était le prix colossal de la fusion annoncée en grande pompe en janvier 2000. La promesse derrière ce chiffre, créer un mastodonte des médias et de la technologie, un géant comme on n'en avait jamais vu. Et sur le papier, franchement, la vision avait l'air brillante. C'était un peu le mariage parfait. D'un côté, on avait l'immense audience en ligne d'AOL, et de l'autre, la bibliothèque de contenu absolument inégalée de Time Warner. Tout cet accord reposait en fait sur un mot magique à l'époque, la synergie. L'idée, c'était que 1 plus 1 n'allait pas faire 2, mais plutôt 3 ou même 4, en créant un cercle vertueux avec plus de 130 millions d'abonnés potentiels. Sauf que, presque immédiatement, la grande vision s'est fracassée contre la réalité. Ces deux titans de l'entreprise, en fait, n'auraient pas pu être plus différents. Regardez un peu ça. D'un côté, on a la culture d'AOL, agressive, opportuniste, un rythme effréné. Et de l'autre, Time Warner, traditionnel, bureaucratique, presque un establishment. C'est vraiment cette incompatibilité fondamentale qui a miné la fusion dès le tout premier jour. Le président de Time Warner de l'époque, Dick Parsons, l'a résumé parfaitement. Ce n'était même plus une simple différence de culture, c'était la chronique d'un dysfonctionnement annoncé. Et vous savez ce qu'on dit ? La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Au-delà du choc des mentalités, l'intégration sur le terrain a été un échec total. Les divisions de Time Warner, qui fonctionnaient comme des petits royaumes indépendants, ont tout simplement refusé de jouer le jeu avec la nouvelle direction d'AOL. Et comme si ça ne suffisait pas, alors que ça se tirait dans les pattes en interne, la situation était sur le point de passer de mauvaise à carrément apocalyptique. Un événement extérieur catastrophique se préparait. Cette chronologie, elle montre vraiment le timing absolument désastreux de l'opération. L'accord est annoncé en janvier 2000 et à peine 2 mois plus tard, la bulle Internet commence à exploser. C'est un peu comme acheter un billet pour le Titanic après qu'il a heurté l'iceberg. Et le point crucial, il est là. La monnaie qui a servi à acheter Time Warner, c'était les actions d'AOL. Et du jour au lendemain, ces actions sont devenues de la monnaie de Monopoly. En gros, le socle même de l'accord, sa valeur, venait de s'évaporer. Pouf! Et pour couronner le tout, pour avoir la tempête parfaite, un changement technologique majeur était en train de se produire. Le monde abandonnait l'Internet bas débit par ligne téléphonique pour le haut débit. D'un coup, le cœur de métier d'AOL devenait complètement obsolète. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut bien retenir de cet accident industriel majeur ? Dans ce dernier chapitre, on va essayer de distiller les leçons assez puissantes de cette histoire. En fait, l'échec peut se résumer à 4 erreurs critiques. 1. Un manque total de préparation sur le choc des cultures. 2. Une lecture complètement erronée du marché. 3. Une vision grandiose mais sans aucun plan concret derrière. Et enfin, 4. L'utilisation de la mauvaise monnaie pour faire l'acquisition. C'est vraiment le cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Les conséquences ont été brutales. La gueule de bois a duré près de 10 ans. Une décennie entière passée à démanteler la fusion, à vendre des morceaux de l'entreprise et à essayer tant bien que mal de se remettre de ce désastre financier. Mais personne peut-être n'a mieux résumé ce sentiment de gâchis et de regret que Ted Turner. Sa comparaison avec la guerre du Vietnam nous laisse avec une dernière pensée un peu provocatrice. Est-ce que cet échec était vraiment inévitable ? C'est une question qui, aujourd'hui encore, résonne dans les conseils d'administration du monde entier.